Un mort et 2 disparus en Guadeloupe suite au passage de l'ouragan Maria. Elle a plongé l'île dans l'obscurité. 80 000 foyers sont privés d'électricité après ce cyclone de catégorie 5 sur l'échelle de Saphir-Simpson. La pêche est-elle une filière d'avenir pour les jeunes Guyanais? La ministre des Outre-mer en est convaincue. Elle rencontrait ce matin les marins pêcheurs au port de Dégradé-Cannes. Nous y reviendrons dans ce journal. Enfin, le patrimoine tambourinant des percussions qui ont fait danser une trentaine d'adeptes ce week-end devant la mairie de Cayenne. L'héritage immatériel afro-caribéen mis à l'honneur lors des journées européennes du patrimoine. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'information. Pour ouvrir ce journal, l'ouragan Maria de catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saphir-Simpson. Le cyclone a fait 1 mort et 2 disparus en Guadeloupe. Palmiers couchés, des hectares d'exploitation agricole anéantis, une mer déchaînée. Reportage à Pointe-à-Pitre de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Après le passage de l'ouragan Maria, de ses vents dévastateurs et de ses pluies diluviennes, l'heure était au constat ce matin pour la ville de Pointe-à-Pitre. Nous n'avons pas une ville qui a été trop meurtrie par ce cyclone. Il n'y a pas de maison qui a été emportée, de toit qui a été abîmé à quelques tôles près. Et de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'important. Nous n'avons pas beaucoup de mobilier abîmé, si ce n'est en mairie où il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau et peut-être quelques dégâts. Pour trouver rapidement les meilleures solutions aux nombreuses entraves présentes sur son territoire, le maire a réuni un ensemble de professionnels. Objectif, rétablir au plus vite la circulation dans l'agglomération. Nous avons 2 secteurs qui nous préoccupent au moment où je vous parle et sur lesquels on va porter notre effort. C'est le secteur du quai Lefebvre parce que ça fait remonter des remontées d'eau au bas de la rue de Lamartine, au bas de la rue Barbès et au bas de la rue Abbé Grégoire. C'est vraiment un secteur, nous avons une résidence, la résidence Gertrude Descorbins, où les habitants, pour sortir, sont obligés de mettre les pieds dans l'eau. Donc il faut vraiment que nous corrigeons cela. Et puis nous avons un secteur qui est celui du carénage devant Louisy-Massieu, où là c'est toujours aussi très difficile parce que devant Louisy-Massieu nous sommes carrément en dessous du niveau de la mer. Donc chaque fois qu'il y a des situations un petit peu compliquées comme celle-là, chaque fois que toutes les évacuations ne sont pas parfaites, eh bien il y a des remontées d'eau. Donc il faut qu'on y travaille pour permettre aux habitants d'être au sec le plus rapidement possible. Si la ville de Pointe-à-Pitre porte aujourd'hui les stigmates de Maria, elle n'est pas la seule. J'ai conscience que nous ne sommes pas la partie du territoire qui a été la plus impactée. J'envoie des mots vraiment de réconfort, de solidarité, d'amitié à toutes les populations du sud de la Basse-Terre et du nord de la Basse-Terre qui ont souffert plus que nous et bien entendu au peuple dominicain qui vraiment à nouveau est frappé par un cyclone qui les meurtrit. Il y a quelques années c'était des inondations. Je pense qu'à nouveau, dès demain, nous serons à la fois à panser nos plaies, mais à être dans un élan de solidarité également vis-à-vis d'eux. Dans l'après-midi, des équipes supplémentaires ont rejoint le terrain. Les services municipaux ouvriront dès demain. Près de 50 000 foyers privés d'électricité en Martinique. Des arbres sont couchés en travers des routes hier. Les pompiers martiniquais sont intervenus pour libérer les voies. Reportage à Fort-de-France de Jean-Marc Dabreux. Tronçonner, déblayer les routes, des arbres tombés sous le poids du vent. Toute la nuit, les pompiers ont sillonné les principaux axes routiers de la Martinique. Mais vers 22 h, ordre est donné de rentrer à la caserne. Les conditions météo sont trop dangereuses pour les interventions extérieures. Donc pour ce soir, on va arrêter tout. On recommence demain, 7 h. On a pu dégager autour de l'homme pour que l'EDF pourra plus travailler demain. Par contre, il n'est pas possible de libérer la voie. À Trinité, le centre de secours accueille le poste de commandement centralisateur pour la moitié nord de la Martinique. Nous avons principalement des dégâts liés aux chutes d'arbres sur les routes, des routes encombrées. Et bien sûr, donc, nous avons donc œuvré pour, assez rapidement après le passage, dégorger ces routes, tronçonner des arbres pour permettre justement de l'accès au secours. Alors je vous parle, la commune de Grand-Rivière est un peu isolée, puisque les routes sont aujourd'hui engorgées. Nous avons également donc, engagé donc, 86 personnels dans la journée et ce soir nous avons 90 personnels engagés également. Les pompiers, bonsoir, je vous écoute. À Fort-de-France, le centre technique des appels recensait à minuit
80 interventions. Des demandes de secours pour des faits d'obstruction d'axes routiers, des faits de fils électriques qui encombrent des accès à des maisons de particuliers, des faits d'inondation, et puis quelques mises en sécurité et accompagnement de personnes qui se trouvent en difficulté. Sur notre île, l'ouragan Maria aura mobilisé plus de 300 soldats du feu jusqu'au bout de la nuit. Ces opérations de reconnaissance ont été organisées dans les différents groupements et les différents centres d'incendie et de secours avec des engins qui sont partis sur le terrain de telle sorte à reconnaître en particulier les axes principaux, les axes secondaires pour faire une première évaluation tant que c'était possible, que les conditions météo le permettaient encore, donc de faire une première évaluation de la situation sur le terrain. Après une pause bien méritée, les pompiers de Martinique ont repris les opérations de déblaiement au petit matin. 25 pompiers guyanais au secours de la Martinique. C'est la deuxième vague d'intervention depuis le début de cette saison cyclonique. Ils ont été entraînés à des interventions dans des conditions difficiles. Ils ont pris l'avion cet après-midi avec la ministre des Outre-mer. La ministre des Outre-mer, justement, a fait son bilan de 2 jours et demi de séjour en Guyane. Pour son séjour, Annick Girardin a pris l'avion donc cet après-midi à la base aérienne de Matoury en direction de Martinique. Elle était accompagnée de militaires en renfort suite au passage de l'ouragan Maria. Mais avant, elle est revenue sur ses différents entretiens autour de l'accord de Guyane. Annick Girardin était au micro de Pierre Tréfou. Tout à l'heure dans l'avion et puis en arrivant en Guadeloupe. À tout à l'heure. Merci. Écoutez, ces 2 jours et demi ici en Guyane avaient 2 objectifs. D'abord de faire le point avec l'ensemble des signataires de l'accord de Guyane, à la fois sur les mesures d'urgence, sur les mesures sectorielles, et puis parler aussi d'avenir, parler de projets qui permettront à ce territoire de véritablement décoller, puisque c'est l'espoir de la Guyane et des Guyanaises et des Guyanais. On a fait le tour de l'ensemble de ces dossiers. J'ai vu énormément de citoyens sur le terrain. J'ai vu aussi les organisations syndicales, les entreprises, le collectif bien sûr. J'ai vu également la classe politique, de manière à ce qu'on puisse échanger sur tous les sujets. Donc 2 jours et demi intenses de débats, de discussions pour mieux préparer l'avenir. Retournons sur 2 jours et demi de visite de la ministre des Outre-mer. 260 km de filets de pêche illégales ont été saisis et détruits en 2016. Tout juste la partie émergée du iceberg, estiment les pêcheurs locaux. Ils ont rencontré ce matin la ministre des Outre-mer au grand port maritime de Dégradé-Cannes. Reportage de Pierre Tréfou. Ce matin, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a rencontré les principaux acteurs de la filière pêche. Un secteur qui est en pleine crise, notamment sur la lutte de la pêche illégale. Ça fait 20 ans qu'on parle de la pêche illégale. Alors, nous avons eu comme réponse de la part du commandant que la flottille de Guyane a été renouvelée. Seulement, il ne faut pas oublier, comme je lui ai fait remarquer, nous sommes sur un continent, nous ne sommes pas sur une île, et que nous avons des voisins qui sont très proches de nous, et qu'en très peu de temps, ils sont chez eux, alors qu'ils peuvent en très peu de temps chez nous aussi. De nouveaux moyens seront apportés au secteur de la pêche, notamment au niveau des formations, qui ne sont pas assez nombreuses aujourd'hui. Cette filière pêche, ici en Guyane, a besoin d'être entièrement modernisée. Il faut qu'on reconstruise un socle, qu'on parle formation, qu'on parle investissement, qu'on parle port, qu'on parle recherche, qu'on parle pêche illégale, bien sûr, c'est aussi une vraie difficulté. Il faut aujourd'hui qu'on se dise que cette filière, elle a un avenir en Guyane. Elle peut être attractive pour les jeunes de la Guyane. Et ça, c'est important. C'est important qu'on dise il y a des filières qu'il faut aujourd'hui moderniser et qui donneront de l'emploi demain à des Guyanais, à des Guyanaises, et pas obligatoirement à des marins étrangers. Nous, on a exposé nos problématiques. Elle a dit qu'il faudrait refaire le secteur de la pêche, le remoderniser, tout ça, puisque monsieur, on a dit qu'on est déjà structuré. On veut une modernisation de
peut-être une modernisation de la filière, mais pas une structure. On est déjà structuré et tout ça. Un financement pour ces modernisations était initialement prévu dans les accords de Guyane. Aujourd'hui, aucune date n'a encore été annoncée. Une réunion sous haute tension hier à la caserne Loubert de Cayenne. Pour le collectif pour la Guyane décollée, il faut absolument organiser des états généraux en Guyane. Un coup de gueule poussé lors de la rencontre hier avec la ministre des Outre-mer au sujet de l'accord de Guyane. Pour se faire entendre, le collectif a quitté l'Assemblée en signe de protestation. Les détails avec Jonathan Lariot. La réunion du comité de suivi d'hier a sans aucun doute divisé. Après 3 heures d'échange avec les principaux acteurs du monde socio-économique et politique guyanais, des tensions ont émergé sur un sujet, la présence de la Guyane aux Assises des Outre-mer. Événement durant lequel la ministre prévoit d'aborder avec plus de profondeur les accords de Guyane, mais ce genre de déclaration est loin de faire l'unanimité, car le collectif pour la Guyane décollée à la tête des mouvements sociaux d'il y a 5 mois quitte la salle en signe de protestation. Les Assises de l'Outre-mer, c'est le ministère des Outre-mer. Les États généraux de Guyane, ce sont les Guyanais. Nous avons dit que ces États généraux vont être ouverts sous la houlette du Congrès des élus de Guyane et que tous les partenaires dans le pays seront associés. On veut nous proposer autre chose. La ministre nous dit aujourd'hui, ben oui, avec les Assises de l'Outre-mer, on va avoir des choses concrètes. Mais construire des lycées pour la Guyane, c'est des choses concrètes. On l'a dit là le 28 mars. Construire des écoles supplémentaires, c'est des choses concrètes. Désenclaver le territoire, c'est des choses concrètes. Donc on ne voit pas, on ne peut faire plus concret que ce que nous avons présenté et proposé à la population guyanaise et qu'elle a acté et entériné. En 2009, le président Nicolas Sarkozy avait lui-même organisé les États généraux des Outre-mer. Mais la démarche n'avait pas eu l'effet escompté car sur les 137 mesures prises par l'État, bon nombre d'entre elles sont restées inappliquées. Le président Rodolphe Alexandre, lui, est optimiste. Les Assises des Outre-mer peuvent être une réelle opportunité pour le département. Je ne conçois pas qu'on puisse pratiquer la politique de la chaise vide à l'occasion des assises territoriales où nous sommes invités par l'État. Il appartient à l'État, dans ces assises territoriales, de se prononcer sur les dotations globales qui sont accordées aux collectivités, tant communales et PCI, CTG. Il appartient à l'État de se prononcer sur la politique à long terme concernant l'énergie, concernant la transition énergétique, concernant les transports, le désenclavement. Donc ce sont des points sur lesquels, quel que soit l'élu, quelle que soit la société, le citoyen, il faut qu'il aille l'écouter. Pratiquer la politique de la chaise vide, c'est s'enfermer. Mais pour la ministre, le message est clair, c'est à travers ces assises que peuvent être ouvertes de plus amples discussions sur les points manquants, tels que les 2,1 milliards d'euros demandés par le collectif et inscrits au journal officiel du gouvernement suite à la signature des accords de Guyane. Mais la décision est loin d'être accueillie à bras ouverts. Les collectifs entendent interpeller le président de la République lors de sa venue le mois prochain. Le comité Drapeau réclame lui aussi des États généraux en Guyane. Pour ses militants, les Assises des Outre-mer ne doivent pas venir en remplacement des États généraux. Rakaba et David Donznak étaient au micro de Joanne Manus et de Gaël Wassim. Nos assises que les États généraux. Et le concret doit se faire pour qu'on fasse nos États généraux. Ce matin, on a voulu avoir accès au niveau de la collectivité pour contacter le président de la collectivité pour rappeler que dans le document, c'est-à-dire les accords de Guyane, au niveau politique, il est signalé qu'on voudrait avoir un congrès pour avoir les États généraux. Il doit se positionner justement vis-à-vis des accords de Guyane, puisque ça a bien été précisé dans les accords de Guyane, nous voudrions un congrès pour faire les États généraux de Guyane. La Guyane, depuis plusieurs années, a exprimé sa volonté sur le plan réglementaire, sur le plan institutionnel, sur le plan politique, de faire évoluer le cadre réglementaire de ce pays. Et le cadre réglementaire et institutionnel nous empêche d'évoluer vers le développement réel et durable de ce pays. Alors il s'agit pour nous, étant donné que le protocole d'accord de Guyane précisait précisément que ce niveau devait être atteint, nul n'en parle. Maintenant on nous parle des assises qui concernent l'ensemble de l'outre-mer français. Ceci pour nous n'est pas important. Ce qui est important, c'est de discuter avec le gouvernement français le cadre réglementaire institutionnel qui empêche tout développement. Si la France donne 25 milliards, si le cadre ne bouge pas, jamais, au grand jamais, le pays ne connaîtra du développement économique réel et durable, et politique et social également.
Donc il s'agit de mettre en application très rapidement comme c'était prévu au mois d'octobre. Maintenant on approche à grands pas, on nous parle des assises, etc. Ça peut se faire à la limite. Mais l'essentiel c'est de faire les états généraux qui devront définir en partenariat avec le gouvernement français, le cadre réglementaire et institutionnel qui devra nous régir de ce pays. Les peuples autochtones étaient en audience avec la ministre des Outre-mer. C'était hier à la préfecture de région. La question de la reconnaissance formelle des droits des peuples amérindiens a été abordée. Quant à l'accord de Guyane, les représentants des peuples autochtones réclament des garanties de son application réelle. Christophe Pierre, porte-parole des jeunes autochtones, était au micro de Jonathan Lariot. Ça fait 2-3 ministres qu'on voit défiler depuis qu'il y a eu un renouveau du mouvement amérindien. Ça fait 2-3 ministres que l'on croise. Et voilà, la première rencontre, il y a de l'empathie, il y a une volonté d'accompagnement et très vite, il y a beaucoup d'absences, beaucoup de rendez-vous loupés, annulés, etc. Et on ne fait jamais de point d'étape. Donc là, voilà, ces 3 points de suspension, on attend de voir. Concrètement, donc la question de la Convention 169 a été posée. Voilà, elle a dit que ce n'est pas elle qui y répondrait et ce n'est pas sous son mandat. Elle a dit que c'est de l'ordre d'un autre temps et d'un autre calendrier et qu'un mandat c'était insuffisant pour ça. Donc ça on le conçoit, on le sait, mais si ça va prendre du temps, donc vaut mieux le commencer maintenant ce travail. Donc, voilà. L'État nous a accordé 400 000 hectares en rétrocession à travers un établissement public local. Maintenant, il s'agit réellement d'établir le calendrier pour que les différentes étapes se fassent de manière successive, pour qu'à un moment donné, elle soit effective, cette rétrocession. Donc, pour le moment, les 400 000 hectares existent que sur un bout de papier, donc, qui est valable. Mais on ne les a pas encore, on ne peut pas encore construire, on ne peut pas encore utiliser la terre comme on le voudrait. Donc voilà, pour le moment, disons que c'est en cours, quoi. C'est en cours. Voilà la réponse qu'on a. Donc c'est en cours, mais avec un peu plus de détails quand même. Donc voilà, c'est ce qu'on attend. Et notre invitée ce soir, Éléonore Johannes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau d'ATV Guyane. Donc vous êtes membre du collectif ou bien de l'association Premières Nations. Vous faites partie de la vingtaine d'associations membres du collectif Hors de Question. Où en sont vos revendications aujourd'hui par rapport à cette mine industrielle de la Montagne d'Or? Qu'est-ce que vous entendez par revendication? Revendication, à savoir faire cesser ce projet. Nous demandons, disons, il faudrait peut-être s'adresser directement au président de la République, qui dit à ce jour à l'ONU qu'il veut faire de la France le leader de la lutte contre le changement climatique. Alors, il faudrait savoir s'il veut être vraiment leader de ce changement climatique et pourquoi, à côté, il veut dévaster, il veut encourager une entreprise minière à saccager la plus ancienne forêt du monde, riche en biodiversité, en espèces rares. Alors récemment, WWF a élaboré un rapport sur cette entreprise de la Montagne d'Or. Elle parle d'un projet à 100% industriel, ça on le savait, 80 tonnes d'or prévues en 12 ans, 3 milliards de dollars devraient être extirpés de cette forêt amazonienne et c'est dans une zone qui est classée biologique intégrale, zone biologique intégrale de France. Aujourd'hui, quand la Montagne d'Or vous dit qu'il y aura 3 750 emplois en contrepartie, est-ce que ce sont des contreparties qui vous suffisent? Pas du tout, parce que ils disent 3 500 emplois. Maintenant, c'est descendu à 800 emplois en phase de construction. 500 emplois en phase d'exploitation. Combien d'emplois locaux? Pour exemple, on va donner la Nouvelle-Calédonie, 95% des emplois furent non locaux. Vous craignez que ce soit la même chose ici en Guyane? Ce sera exactement la même chose. Je vais vous donner aussi l'exemple du Suriname. Il y a une mine menée par Yam Gold. Pareil, ils ont fait des promesses d'emplois locaux. Bien sûr, au début, il y a eu des emplois locaux. Mais au fur et à mesure, ça a changé. Ils ont fait venir d'autres personnes de pays à côté. Donc, si vous venez assister demain au meeting, il y aura un témoignage d'un
de quelqu'un qui connaît très bien la mine du Suriname, qui n'est pas très loin de chez nous, et je pense qu'il va nous parler des emplois que ces miniers ont promis, de la dégradation de la biodiversité, de la pollution. Alors, je conseille à tous les Guyanais, s'ils peuvent venir au meeting de demain, à partir de 19h, ils auront toute la vérité sur cette méga mine prometteur de développement pour la Guyane, soi-disant. Alors, 350 millions d'euros, c'est ce qui est avancé en termes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales, mais aussi pour l'État. Est-ce que pour vous, ça paraît être une fin correcte, une suite correcte pour ce projet? Alors, je vais vous donner les détails. Nous, vous dites 310 millions, c'est ça? 350 millions. 350 millions. Il y est prévu 240 millions pour l'État français, 70 millions d'euros pour la CTJ. Les dépenses selon WWF se monteront à 420 millions d'euros. Donc les dépenses engagées par la Montagne d'Or et subventionnées par l'État. Voilà, exactement. Il y aura la défiscalisation. L'électricité sera subventionnée. Construction d'une ligne à haute tension. Réhabilitation des voies routières. Et ce qu'on ne dit pas aussi, construction d'un port chimique et industriel. Tout cela va coûter à l'État et ce sont les contribuables qui vont payer. Donc, la Guyane n'est pas gagnante. Au contraire, c'est nous qui allons payer. Alors, ce qui pêche aujourd'hui pour le collectif Hors de Question, ce qui ne va pas dans cette affaire, est-ce que c'est l'impact environnemental qui est le plus décevant dans l'histoire ou est-ce que c'est le fait que cette mine soit exploitée par un consortium russo-canadien? Mais c'est tout qui nous oppose à cette mine. L'impact économique, l'impact environnemental, ce sera monstrueux. Et nous ne pouvons pas cautionner cette mine. C'est pour cela que nous sommes là pour dire non à ce projet. Et c'est pour cela que le collectif Hors de Question organise des rencontres, des réunions, des meetings pour informer la population guyanaise sur les vrais enjeux de cette mine, sur la vérité sur cette mine. Ce que cette mine aura d'impact sur l'économie de la Guyane, sur le social, sur l'environnement. Il faut que tous les Guyanais soient au courant. Demain, il y aura un rassemblement aux Palmistes. Parlez-moi un peu de ce qui se passera demain. Sur la place des Palmistes, il y aura un grand meeting, c'est-à-dire qu'il y aura au moins plus de 20 intervenants guyanais, intervenants de France Liberté, vous savez qui sont là, des membres de France Liberté et Fondation Daniel Mitterrand, intervenants un témoignage de celui qui va venir du Suriname, intervenants autochtones et d'autres que je ne pourrais pas vous citer parce que je ne les ai pas tous en tête, mais nous serons nombreux et j'invite tout le monde, tous les Guyanais à venir écouter pour entendre la vérité sur ce projet. Très bien. Merci beaucoup, Madame Joannès, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour poursuivre ce journal, la Jeune Chambre économique organise une conférence ce soir, donc en ce moment. C'est sur le thème de la rentrée ratée. Est-ce que c'est une fatalité en Guyane? Ce sera le thème de la discussion et ce sera organisé en ce moment au 1922. Alors donc nous avions eu aujourd'hui en interview Gilles François dit Christophe au micro de Gaël Wassim. Comme ils sont bien nommés, ont pour habitude de se focaliser sur les sujets qui font l'actualité de la Guyane. Il y a eu quand même beaucoup de difficultés dans cette rentrée scolaire, certaines communes qui ont dû et qui ont eu la volonté de la différer. Donc l'objectif n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, mais de voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter parce qu'il s'avère quand même que chaque année, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes
pendant les rentrées scolaires. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cette thématique. L'habitude de la JCI Cayenne, c'est de toujours coller à l'information. Nous avons l'habitude d'organiser 2 fois par mois des conférences, une à Cayenne et une à Saint-Laurent. La prochaine aura lieu d'ailleurs ce vendredi aux terrasses du SIAP, donc au camp de la transportation à Saint-Laurent. Donc ce sera aussi sur la même thématique, de manière exceptionnelle. Comme c'est une situation qui concerne l'ensemble de la Guyane, nous avons choisi cette fois-ci de faire la même thématique à Cayenne et à Saint-Laurent. Kenya Royoufat, retenez bien ce nom car c'est l'espoir du golf guyanais. À 18 ans, la jeune golfeuse se prépare au championnat de France de golf cadette du 26 au 29 octobre. Ambitieuse et déterminée, un portrait signé Stéphane Alexandrescu. Ouais, ça va. Je suis à pleine piste. Donc ça fait du bien, ça va. Pour le moment, c'est pas catastrophique. Le jeu est un peu là. On verra par la suite. Vendredi matin, sur un terrain encore lourd de pluie, Kenya, 18 ans, originaire de Guyane, s'entraîne sur les 18 trous du golfe de Joyenval, dans la région parisienne. Une reconnaissance du parcours indispensable juste avant de participer ce week-end au classique golf, une épreuve féminine amateur. Ah ouais, là aussi, ça arrive vite à droite. Hélas, étant en manque d'entraînement, elle n'a pas réussi à se qualifier le samedi pour la suite de la compétition. Un incident qui n'a pas entamé la confiance de la jeune golfeuse qui s'est fixé un objectif pour le championnat de France. Pour le championnat de France individuel qui vont se passer à Massane, j'aimerais finir dans le top 10, non top 3. Top 3 parce que l'année dernière j'ai fait top 10 et cette année j'aimerais bien faire top 3. Du coup, voilà, être sur le podium quoi. Voilà. Kenya a 6 ans lorsque sa mère en Guyane l'inscrit dans un club de golf et petit à petit, elle se découvre une vraie passion pour ce sport. Oups. J'ai vécu toute ma vie en Guyane et j'ai dû partir malheureusement de la Guyane parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait en termes d'infrastructure. Donc c'est pour ça que je suis allée en Guadeloupe, la Guadeloupe qui m'a gentiment accueillie. J'étais au Golf Club des Abîmes et avec mon coach Hubert Pro, on a beaucoup progressé. Il m'a fait faire de nombreux coups, de nombreux exercices pour que je progresse dans le golf. Voilà. J'ai eu une autre approche du golf que je n'avais pas en Guyane. Comme beaucoup de jeunes sportifs de haut niveau, Kenya est en sport-études, ce qui lui permet également d'envisager une autre carrière, mais pour le moment, elle donne toute la priorité au golf. Ça fait 3 ans que je suis à fond et j'ai fait 2 ans en Guadeloupe, la première et terminale, j'ai passé mon bac et là vu que j'ai eu mon bac, je suis venue au Cessny et je joue au club d'Aix-les-Bains maintenant, c'est mon nouveau club et je suis en sport-études golf, en DUT technique de commercialisation qui va durer sur 3 ans. Voilà, et à l'issue de ces 3 ans, j'aimerais passer pro. Une vie professionnelle qu'elle espère bien remplie Stop. Et la plus excitante possible sur tous les greens de la planète. J'aimerais faire des parcours dans le monde entier, vivre de ma passion, gagner des tournois, participer à des majeurs, pour par la suite vivre de ma passion, avoir des sponsors et faire plein de golf dans le monde entier, quoi. Voilà. Vol. Culture à présent pour clore ce journal, la transmission des traditions au rythme entraînant des tambours. Un moment de défoulement collectif sous fond de journée européenne du patrimoine. C'était ce week-end. Reportage de Stéphane Govindin. Je pense qu'il y a tout à prendre et rien à jeter. Il y a eu de la réflexion, il y a eu des idées et on a mis en application derrière. Aujourd'hui, le thème, c'était la transmission. Voilà, on est sur de la transmission. C'est un bon début. Si ça ne parle pas, c'est pas grave. Au moins, on est venu, on a participé et on peut dire qu'on sait ce que c'est. Donc, on n'a pas vu, il faut venir essayer. Personnes justement à venir quand elles entendront parler de Soué Kétambou, Mokadi Yapouye Vini parce que pour Soué Yeke Soué. C'est pour prouver à la Guyane entière et ailleurs que nous pouvons transférer avec la culture de notre pays. Donc ce soir nous sommes là pour suer.
C'est vrai qu'il y a les associations folkloriques qui sont intéressées, le grand public qui est intéressé, les personnes même qui n'ont rien à voir dedans, qui aiment transpirer au sens du tambour tout simplement, qui sont intéressées. Donc non pas victime du succès, mais en tout cas heureux de voir l'ampleur que le tambour Kousoué a pu avoir durant ces vacances-là et jusqu'à ce soir encore une fois. Nous voyons que la population est avec nous et souhaite faire du tambour, souhaite transpirer sur le tambour. Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Un mort et 2 disparus en Guadeloupe suite au passage de l'ouragan Maria. Elle a plongé l'île dans l'obscurité. 80 000 foyers sont privés d'électricité après ce cyclone de catégorie 5 sur l'échelle de Saphir-Simpson. La pêche est-elle une filière d'avenir pour les jeunes Guyanais? La ministre des Outre-mer en est convaincue. Elle rencontrait ce matin les marins pêcheurs au port de Dégradé-Cannes. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, le patrimoine tambourinant des percussions ont fait danser une trentaine d'adeptes ce week-end devant la mairie de Cayenne. L'héritage immatériel afro-caribéen mis à l'honneur lors des journées européennes du patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.